1939 à 1945. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Si t'as pas écouté l'épisode d'hier, en fait, j'ai fait une petite montée de lait parce que quand j'ai voulu enregistrer l'épisode que j'enregistre présentement, il n'y a rien qui fonctionnait. Mon iPhone ne fonctionnait pas, le port de mon iPhone ne fonctionnait plus, ce qui fait que mon micro, je ne pouvais pas le brancher, l'application de Spotify ne fonctionnait plus. Et j'ai dû retourner aux bases podcasting. Je dois quand même admettre qu'il y a quelque chose de fun, d'agréable, d'être assis devant mon ordinateur dans ma chaise, vraiment pépère, avec mon boomer, mon Shure devant moi, et juste comme parler, d'être un peu old-fashioned. Et aussi, je suis conscient que ce Extra Miles-là apporte une bien meilleure qualité sonore dans tes oreilles. Mais fait que je ne vais pas repartir sur ma montée de lait nationale sur les technologies. On va vivre avec, je vais trouver d'autres solutions, je vais devenir plus efficient dans mes enregistrements, tout simplement. Et donc, en fait, ce que je voulais parler, c'est de 1939 à 1945. Si jamais tu es vraiment jeune et que tu ne sais pas de quoi je parle, en fait, en 1939 et 1945, il y a eu ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale, qui, je souhaite, ne se reproduira jamais. Puis, en fait, une des pensées, avant d'aller dans le sujet, là, une des pensées que j'ai pour ça, c'est que c'est pas si loin que ça, dans le sens que ça a affecté la vie de mes grands-parents. Mes grands-parents ont vécu la guerre. J'avais un grand-père que je n'ai pas connu, qui est mort avant que je naisse, qui, lui, était dans l'armée à cette époque-là, mais comme mécanicien. Je ne pense pas qu'il ait été déployé, il est resté ici. Mais mes grands-parents, ils ont vécu l'espèce de rationnement qui a été créé par ça parce que les pays devaient produire ce qu'ils appelaient l'effort de guerre. Donc, toutes les usines non essentielles ou qui étaient considérées non essentielles devaient produire des biens pour l'armée. Puis, tu sais, un peu comme pendant la COVID, quand il y avait le supply chain là, breakout, puis que tu allais à l'épicerie puis qu'il n'y avait rien, ça a été ça, mais eux, ça a été comme pas mal plus extrême parce que même à l'époque qu'il y avait de quoi, il n'y avait pas grand-chose. On s'entend. Tu sais, c'était des produits de base. Nos grands-parents cuisinaient beaucoup plus avec des produits de base, de la farine, du sucre, que des produits comme nous, là, déjà tout préparés. Là, c'était beaucoup plus rare. De toute façon, c'est pas de ça que je voulais te parler, c'est le point culminant, puis là, tu vas dire, ça n'a totalement pas rapport avec ton titre, et tu as bien raison. C'était le but du titre de faire quelque chose qui n'avait pas rapport, mais tu vas voir, suis-moi jusqu'à la fin, il y a une continuité, il y a un fil conducteur là-dedans. Donc, ce qui marque mon été jusqu'à présent, parce que je n'ai pas donné beaucoup de nouvelles depuis les 2 derniers mois, c'est les camps de vacances. Donc, mes enfants sont allés cette année dans des camps de vacances. Ma fille avait déjà fait des camps scouts. Mon gars avait jamais fait ni les scouts, ni de camp scout, ni de camp. Et voici la petite histoire. Moi, quand j'étais jeune, j'allais dans un camp qui s'appelait la base de plein air de Saint-Jovite et c'était un endroit que j'ai beaucoup aimé. J'étais allé juste une fois, par contre, pour des raisons financières parce que ça coûtait cher. Mais une année, mon père m'avait envoyé les sous pour ça. Puis j'étais allé avec mon ami Phil, mon frère, puis on avait eu vraiment beaucoup de plaisir. Ça a été des très, très beaux souvenirs dans ma vie. Et ma fille tripe sur le camping, sur cette espèce d'aventure-là et tout. Donc, on lui a payé une semaine au camp. Elle est partie toute seule dans la navette avec des gens qu'elle ne connaît pas. Elle est partie là-bas dans un environnement qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas. Et ça s'est super bien passé. Puis quand elle est revenue, elle a trippé sa vie. Elle ne voulait plus revenir. J'étais quand même fier. Je vais prendre le temps de décrire ce moment-là parce que je pense que c'est un moment important dans nos vies, autant pour elle que dans nos vies de parents. Parce que quand on est arrivé au camp, elle dit non, je ne veux pas revenir, puis tout. Puis quand t'es parent, ta responsabilité, c'est de rendre tes enfants autonomes. Puis c'est comme un premier pas vers l'autonomie, tu sais, d'embarquer avec ton sac à dos dans un autobus avec des étrangers, d'en aller une semaine sans aucun contact, aucune technologie. Là, je veux dire, ils n'ont pas leur téléphone ou leur iPad là-bas, là, puis ils ne peuvent pas appeler personne. Ils sont coupés du reste de la société
pour aller faire des activités, puis que elle a à ce point l'envie de rester là, c'est un signe d'indépendance, d'autonomie. Et c'est, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on aimerait ça garder nos enfants près de nous, dans le nid familial, puis qu'ils partent jamais. Mais c'est notre travail de les rendre autonomes. Fait que j'étais quand même très, très fier d'elle, très fier d'elle, de la femme qu'elle devient, et surtout fier de l'éducation qu'on lui a donnée, sa mère et moi. Là, tu sais. C'est quand même cool de voir qu'elle est rendue là dans sa vie. Fait que ferme la parenthèse, elle est allée une semaine, puis là, quand elle est revenue, elle tripait tellement, tu sais, j'ai dit à Catherine, mon ex, j'ai dit, on la renvoie-tu une autre semaine, tu sais, puis là, elle était comme, non, c'était comme un non définitif. Fait que je fais comme, OK, ouais, t'as peut-être, en tout cas, j'ai juste laissé ça là. Puis là, je le regardais, puis tout, puis je me disais, elle triperait tellement, tu sais, puis c'est à cet âge-là que tu veux... c'est à cet âge-là que c'est trippant. Tu sais. Dans quelques années, sûrement qu'elle voudra peut-être même plus y aller, elle va être adolescente, puis ça ne l'intéressera peut-être même pas nécessairement. Fait qu'il reste juste quelques années qu'elle peut en profiter. Et là, conjonction de choses, j'ai comme rien booké pour les vacances. Fait qu'en plus, je faisais comme pas grand-chose. Fait que j'ai dit... je suis revenu avec l'offre, dans le fond, je disais, on devrait l'envoyer. Fait que là, cette fois-là, Catherine, beaucoup plus ouverte, elle dit, OK, ouais, t'as sûrement raison. Et là, ben, j'y parle de ça, puis elle est comme un peu ambivalente parce qu'elle a le goût d'y aller, mais là elle crée comme une espèce de climat de, ouais, mais c'est pas aussi cool, puis est-ce que ça va briser mon souvenir de la première fois? Puis, tu sais, elle a comme créé des craintes qu'elle n'avait pas la première fois. Et sa façon de battre cette crainte-là, ça a été d'inviter son frère. Mais là, pour mettre en contexte, son frère, lui, totalement un autre type de personnalité. Ma fille, depuis qu'elle est petite, n'a jamais dormi avec nous. Elle a toujours dormi dans son lit, indépendante depuis la naissance. C'est incroyable l'indépendance de cette fille-là, comment que, elle est mature, mais en même temps, comme ça reste un enfant, je veux dire, elle a besoin de nous, mais elle est indépendante depuis qu'elle est née. Là, depuis je pense qu'elle avait 3 ans, puis qu'elle disait que quand elle était grande, elle allait aller vivre au Japon. Là, c'est comme une indépendance incroyable. Et mon fils est tout à fait le contraire. Lui, il a quelques problèmes médicaux en plus qui fait qu'on l'a surprotégé. Par sa personnalité, il aime les gens, mais à petite dose, il y a les personnes qui aiment, il est très casanier, il est très, il aime faire ses choses, il aime être dans son environnement, il aime être chez lui, tout simplement. Il aime être chez lui, faire les activités qu'il aime, il aime ça, comme il aime les gens, mais les gens qu'il connaît, les gens proches, puis il a comme besoin d'une période. Je ne vais pas dire qu'il est gêné parce que je pourrais l'expliquer bien autrement. C'est plus que c'est pas de la gêne, c'est vraiment un besoin pour lui d'avoir son espace en premier, puis de sécuriser cet espace-là avant de la partager avec les autres. Puis tout ça pour dire qu'il n'a jamais découché de la maison. Il couche encore avec moi quasiment plus que la moitié du temps quand je l'ai. Fait que c'est quelqu'un qui a totalement pas la même personnalité, mais qui adore sa sœur et qui ferait à peu près n'importe quoi pour plaire à sa sœur. Fait qu'il a dit oui. Fait que là, je fais comme, oh boy. Là, je dis, t'es sûr tu vas aller là? Il est comme, oh, oui, je veux y aller. Je suis comme, OK. Puis là, ben, je dis à Catherine, je dis, essaye de checker avec Henri, parce que des fois, le moment où, des fois, peut-être plus en confiance, d'en parler avec sa mère, ou peu importe. Je dis, essaye de confirmer avec lui s'il veut vraiment aller là. Puis elle me dit, oh, il veut vraiment y aller. Fait que, je le savais à quelque part qu'il n'y avait pas vraiment comme qu'elle est en majorité pour faire plaisir à sa sœur et qui était comme totalement pas prêt. Mais là, c'est ça que je veux documenter un petit peu sur le Sandro Show. Ma pensée a été de dire, OK, si jamais il n'aime pas ça, la leçon, je veux qu'il en retire, ou la réflexion, je veux qu'il aille de ça, c'est que la prochaine fois, avant d'accepter, de réfléchir, de s'informer, de poser plus de questions, tu sais, comme cette espèce d'analyse-là, parce que
dire non, c'est très dur. Puis le plus vite qu'on peut apprendre à dire non ou apprendre à au moins prendre des décisions plus logiques, peut-être de plus s'intéresser puis d'écouter ce feeling-là. Fait que ça a l'air drôle, mais c'est un petit peu ça que je me suis dit. Je me suis dit au pire, si jamais il n'aime pas ça, ben c'est ce qu'il va en retirer. Et là, le jour J arrive, je m'en vais les reconduire à l'autobus. Et bien sûr, mon fils pleure. Il ne veut plus y aller. Là, je veux dire, il se rend compte de ce qui se passe, mais il est quand même ambivalent. Fait que là, il est avec sa sœur. Puis Jeanne, elle pogne une espèce de peur, elle aussi, d'y aller. J'imagine comme une espèce d'anxiété, pas de performance, mais une anxiété de « Ah, puis ça se passe pas aussi bien », puis tout, comme elle retombe dans ses pensées. Fait que là, l'énergie, c'est que les deux ont comme veulent y aller, mais sont ambivalents, ils veulent pas partir, les deux pleurent. Fait que là, moi, je fais mon papa tough. Fait que je dis « Hey, toughen up, kids, get on the bus. » Ah oui, partez. Fait que là, je fais un câlin, évidemment. Là, je suis pas si sans cœur que ça. Je fais un câlin, puis là, je les regarde partir. Puis là, écoute, j'ai le cœur déchiré. Là, j'ai bien beau dire « Toughen up, kid. » Là, mais tu sais, c'est dur. Puis je me dis « Bah, ils vont aimer ça. Là, ça va passer. » Et là, ça, c'est le premier soir. Le lendemain, je me mets à faire de l'anxiété, mais de l'anxiété solide. Là. C'est comme mon fils qui est polyallergique, qui est asthmatique, qui n'a jamais découché. Genre, il est dans un camp avec d'autres mondes. Puis là, je me mets à me dire, OK, mais si genre, il faut qu'il mange un aliment qu'il ne faut pas qu'il mange, puis que son choc anaphylactique arrive à retardement parce qu'il y a, je sais pas, 2 mois, il y a une fille de 14 ans qui est morte comme ça parce qu'elle a fait le choc anaphylactique pendant la nuit. Puis là je me mets à capoter. Je me mets à capoter ma vie. Je dors pas de la nuit. Là. Sincèrement, là, j'ai comme pas dormi cette nuit-là. Là. Je faisais juste comme penser à plein de scénarios qui se passaient dans ma tête. Puis je capotais. Puis là, je me disais, OK, mais je peux pas appeler. Je peux pas y parler. Puis j'essaie de rationaliser parce que je suis pas fou. Là. Je sais qu'il n'y a jamais un enfant qui est mort à ce camp-là ou s'il y en a un, c'est minime. Là, ça a plus que 50 ans d'existence. J'allais là moi-même quand j'étais jeune. Ça, c'est la joke que je me suis rendu compte après. Mais donc, tu sais, il est en super sécurité. Ils sont habitués de gérer des enfants avec des allergies alimentaires. Il y a une infirmerie. Je veux dire, les gens sont compétents, sont tous formés, ils ont tous des RCR, ils ont toutes des formations en secouristes. Mais je suis vraiment venu anxieux. Puis là, la nuit a passé, évidemment. Puis le lendemain, je me suis mis à penser, puis là, je reviens avec un peu le titre de cet épisode-là. Je me suis dit, t'imagines-tu les parents que les enfants allaient à la guerre? Puis là, ton enfant est à la guerre. Écoute, ses chances de revenir sont quasiment... ses chances de ne pas revenir sont fortes. Là. C'est pas... Je pense pas que... Je pense que la majorité sont revenus. Là. Je pense que je suis allé lire un peu là-dessus sur la conscription là, pour faire l'épisode, puis ça m'a donné l'idée de faire d'autres épisodes. Je vais juste pas dire de sottises. Mais, tu sais, en gros, je pense comme la Première Guerre mondiale, là, on a perdu comme 130 000 ou 150 000 personnes sur 400 000. Fait que la grosse partie est revenue, mais le point n'est pas là. C'est que ton enfant est parti. Là, moi, je vais juste rationaliser. Moi, mon fils est parti dans un camp de privilégiés à 1h30 de chez nous, avec des gens compétents qui ont son bien-être à cœur. Là. Je veux dire, on s'entend, là, c'est pas la guerre. Là. Il n'est pas parti avec un gun tuer du monde puis et de la chair à canon. Et je capote comme ça. Je me suis dit, t'imagines-tu, à cette époque-là, ton enfant s'en va. Là, il part. Puis tu sais pas si tu vas le revoir. Puis ses chances de revenir ou de ne pas revenir sont quand même élevées. Puis là, le seul moyen de technologie de communication qu'il y avait à cette époque-là, c'était des lettres. Puis on s'entend, un bateau traversé d'Europe en Amérique, c'est 19 jours minimum. Là, aujourd'hui, je ne sais pas c'est combien de temps à l'époque. Donc, les bateaux étaient peut-être moins rapides. C'est sûr que les bateaux étaient monopolisés pour l'effort de guerre, donc transporter des biens pour la guerre. Une fois de temps en temps, il y en a un qui se faisait tirer en chemin, puis la marchandise ne se rendait pas.
Fait que là, ton seul moyen de savoir si ton fils est en vie, qu'il va bien, c'est une lettre que lui, un moment donné, une pause, qui t'écrit, qui t'envoie, qui doit prendre, je sais pas, ça doit prendre facilement au moins 1 mois minimum à se rendre. Peut-être plus, tu sais, je ne sais pas c'était quoi le système, mais il y a quand même, juste de partir de l'Europe pour t'en venir, en fait, quand on parle, le bateau prend 19 jours, mais il faut que le courrier se rende au bateau, que le bateau arrête au port, que ça soit débarqué au port, que ça soit ramené au bureau de poste, puis que ça te soit livré à toi, là. Ça devait prendre, j'estime, sûrement 5-6 semaines. Donc, 5-6 semaines plus tard, tu recevais une lettre. Puis là, ton fils, il t'écrivait bien ce qu'il voulait. Ouais, ça va bien, whatever. Mais quand tu recevais la lettre, là, ça faisait peut-être déjà 6 semaines qu'il était mort. Je veux dire, il a peut-être scellé la lettre, puis il est sorti de sa tente, puis s'est fait tirer. Là. Je veux dire, puis là, tu attends un autre 6 semaines pour avoir d'autres nouvelles. Puis pendant ce temps-là, ben, tu ne sais toujours pas ce qui est arrivé. Puis là, si après 6 semaines, tu n'avais pas reçu, je dis 6 semaines, mais peu importe le chiffre, tu n'avais pas reçu la lettre, tu te dis ouais, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de m'écrire, ou peut-être que le courrier a été retardé, ou peut-être. Hey, ça devait être stressant, là, ça devait être anxiogène pour les parents que les enfants étaient au combat. Puis j'ai eu quelqu'un de ma famille proche, ou en tout cas de la famille de Catherine, qui lui avait fait des tours en Afghanistan. C'était stressant, on s'entend, c'est anxiogène pour les parents, mais au moins une fois de temps en temps, il avait accès à un téléphone satellite, puis il appelait, puis il parlait avec sa mère 5 minutes. Mais tu sais, quand tu as parlé à ton fils aujourd'hui, tu sais qu'il était vivant aujourd'hui, puis qu'il va te rappeler dans, je sais pas, il appelait pas, je pense pas qu'il appelait souvent, mais mettons aux 2 semaines. C'est quand même déjà beaucoup mieux que recevoir une lettre ou ne pas recevoir une lettre aux 6 semaines. Fait que tout ça pour dire que je trouvais ça très, 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 très anxiogène. Puis j'ai eu une pensée pour ces gens-là. Parce que malgré que ça a l'air loin, la guerre, malgré que on n'en parle plus, malgré que, je veux dire, c'est du passé, c'est des technologies. C'est comme tout a changé en à peine, 60 et 80 ans. En 80 ans, à peine, tout a changé de cap en pied. Mais ça reste quand même que ça devait être assez anxiogène. Fait que c'est ça mon petit bout d'épisode. Puis l'autre chose, ben, peut-être je pourrais finir là-dessus. Je ne sais pas, j'en ai parlé, mais j'ai réalisé parce que le camp a changé de nom, en fait. Et c'est en plein la base de plein air que j'allais quand j'étais jeune. Fait que mes enfants sont allés au même camp que moi. Ah, puis l'autre chose, c'est peut-être je pourrais finir là-dessus. Deuxième semaine, mon gars n'a pas tant trippé que ça. Surprise. Et ma fille a trippé sa vie. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.